This episode is brought to you by Nordstrom. Whether you're packing for a vacation or dressing for a wedding, Nordstrom has head-to-toe looks for wherever summer takes you. From swimwear and bold color to romantic florals and dresses that make an entrance, find the right style for every unforgettable moment. Shop new arrivals from brands you love like Farm Rio, Free People, Vince, Wait, and Stod. Plus free shipping and returns and styling help whenever you need it make it all so easy. Shop now in stores at Nordstrom.com or download the Nordstrom app. This episode is brought to you by Prime. What if you had one more chance with the one that got away? Sam, you came home. Based on the best-selling novel from Carly Fortune. Every Year After follows childhood friends Sam and Percy as they reunite in the dreamy, nostalgic lakeside town of Barry's Bay. love can be hard to find. So if you're lucky enough to find that person, never let go. A second chance at first love. Every Year After. Streaming June 10th, only on Prime. Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné. Non, on réessaye. Parce que du coup, c'est pas la bonne personne. Là, tu sais quoi? Je vais le garder. Allez, 1, 2, 3. Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya. Je suis accompagnée de Néné et de Nanette. Et aujourd'hui, vous écoutez Le Thé Noir. On va vous parler d'un sujet dont on avait vraiment envie de parler en long et en large avec Nanette, à savoir la libération sexuelle et la discipline sexuelle. Bonne écoute! Coucou Néné, comment ça va? Bah écoute, ça va. On est fatigué ce matin, mais j'y suis, mais voilà, c'est moi. Vous reconnaissez ma voix, même si vous pensez que nos voix se ressemblent, mais finalement, vous arrivez à nous distinguer. Donc, Ndaya a essayé de vous piéger un peu, mais non, c'est moi. Je suis là. Voilà, super. Et aujourd'hui, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi. Il y a aussi Nanette qui nous accompagne. On est trop contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, Nanette. C'est la créatrice d'un podcast qui s'appelle Ta Pause Sexy. Et voilà, vous avez entendu le nom de son podcast, donc vous comprenez pourquoi c'était essentiel qu'on l'ait aujourd'hui pour ce sujet. Voilà, bienvenue Nanette. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis hyper contente. J'écoute tout le temps votre podcast et là, passer de l'autre côté, je me sens un peu comme une star. Donc franchement, je suis trop contente d'être avec vous. Je pense que tu es une star. Je pense qu'on peut dire en toute humilité. Vraiment. Voilà. Voilà. Est-ce que Nanette, tu veux présenter ton podcast rapidement? C'est le moment vraiment si tu veux plugger ton podcast. Comme ça, on va envoyer toutes les auditrices là-bas aussi. Ah là là, bah écoutez, alors mon podcast, il s'appelle Ta Pause Sexy, c'est un podcast où on parle de sexualité. En long, en large et en travers, de plein de manières différentes. Donc j'ai des formats où je suis toute seule, où je vais pouvoir parler avec mes auditeurs et mes auditrices d'un sujet autour de la sexualité. J'ai des fois aussi des interviews avec des gens qui peuvent être des acteurs du monde des réseaux sur la sexualité. Alors ça peut être des psychologues, des influenceurs et des couples aussi qui s'exposent à parler de leur sexualité sur les réseaux, etc. Et j'ai aussi un petit format spécial qui sont les Hot Stories, qui sont des histoires érotiques qui sortent tous les mois. Voilà, sur mon podcast. Super. Eh ben, écoutez, on compte sur vous. On compte sur vous, les nanas, vraiment, pour aller écouter ce podcast et nous faire vos retours. En tout cas, pour moi, c'est d'utilité publique. C'est très important. Voilà, donc dans le sujet du jour, on a beaucoup discuté en privé, etc., avec d'autres personnes aussi. On discute tout le temps du rapport à la sexualité chez les femmes noires. Et on se demande souvent, en fait, parfois si on a atteint certaines limites, si on en a fait trop, si on n'en fait pas assez, etc. Donc je pense que la conversation va aller un peu dans beaucoup de directions. Mais il y a beaucoup de choses qu'on voulait aborder dans ce sens-là. Et pour ma part, moi, la grande question que je me pose, vraiment, c'est si on arrive à un point où parfois on a été trop loin. Et je m'explique. Je pense que on a préparé l'épisode et c'est toujours comme ça. On prépare un épisode, on a nos trucs tout prêts, etc. Et puis il y a un truc qui apparaît sur les réseaux et on se dit waouh, c'est exactement dans le thème. Et moi, juste avant d'aller dormir, je suis tombée sur une vidéo de Bonnie Blue. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pour celles qui ne savent pas, Bonnie Blue, c'est une influenceuse OnlyFans qui fait du contenu pornographique, et en fait elle fait beaucoup de vidéos du style moi et 100 mecs. Plus récemment, elle a fait une journée où elle a couché avec 1000 personnes.
Et en fait, je suis tombée sur une interview d'elle sur une radio anglaise, où en fait, on apprend qu'elle est enceinte. Et elle raconte que pour sa baby shower, elle veut faire une sorte de sex party, etc., où au final, ça n'aura rien à voir avec le bébé, mais elle veut faire plein d'activités sexuelles et des jeux, etc. Et bien sûr, elle veut monétiser tout ça sur OnlyFans. Et là, je me suis dit, voilà, c'est tombé comme ça dans mon assiette, c'est parfait. On va pouvoir débattre à partir de ce point de départ qui est déjà bien extrême. bien extrême. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va dans le dur directement, du coup. Yeah. Et du coup, voilà, j'aimerais bien avoir vos... pas des avis, mais ma question, voilà, c'est rapidement, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pensez qu'on est allé trop loin dans la libération sexuelle, dans le fait de soulever des tabous sur la sexualité, etc. Rapidement, et après on développe, etc. Chacune avec nos grands axes. Qui se lance? Honneur aux invités. Et moi, je vais te donner Ok. Et je vais donner mon avis après. Alors, dans ta formulation, la chose qui me dérange, c'est le trop loin. Parce que dans le trop loin, il y a une forme de... il y a comme une forme, on pourrait dire, de jugement, tu vois. Ouais. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire par... là, on a commencé à atteindre des extrêmes où les gens font, entre guillemets, un petit peu n'importe quoi. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut dissocier quand on parle de sexualité. Là, ce dont tu parles avec Bonnie Blue, on parle vraiment de la sexualité performance. Elle est dans... elle veut performer, elle a quelque chose à prouver, elle veut montrer qu'elle est capable d'eux. Et donc, on est vraiment dans la performance, on n'est plus dans le plaisir. Tu vois, parce que si tu essayes de comparer à ta sexualité personnelle, toi, tu vois ce que tu vas faire avec le prisme du plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir, ce dont j'ai envie, etc. Elle est plus là-dedans. Elle est vraiment une performeuse parce qu'elle en a fait son métier. Au final, le sexe, c'est son métier. Elle est créatrice de contenu et tout ça. Donc, elle est pas dans la même logique que Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Donc, quand tu parles de libération, est-ce qu'on est allé trop loin? Eh bien, en fait, pour moi, comme on est sur deux aspects qui sont différents, c'est comme si quelqu'un qui fait, qui va faire du sport de son plaisir et d'autres qui va être dans un sportif dans du haut niveau, quoi. Ouais. Bah, le sportif de haut niveau, il va s'entraîner à fond, il va avoir un mode de vie qui va être autour de ça, il va aller repousser ses limites, etc. Et du coup, il le fait dans ce cadre-là parce qu'il veut performer. Et pour la sexualité, en fait, c'est la même chose. Donc, en fait, moi, je m'identifie pas à ce genre de personnes parce qu'on n'est pas dans le même, game, si tu veux. Oui. On est d'accord. Ok. Moi, je dirais juste que je pense pas que les pratiques... on a été trop loin dans les pratiques sexuelles. Parce que je me dis, quand on repense aux histoires de l'époque de la Grande Rome, machin, etc., ils avaient des orgies, ils avaient tout ça. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Moi, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais les histoires qu'on nous raconte, il y a rien de nouveau. Ouais. Je pense qu'on a été trop loin dans l'exhibitionnisme et dans le voyeurisme. Et c'est les réseaux et la capacité d'avoir tout le temps qui fait ça. Parce que tu vois, quand toi tu partageais tes vacances, tu te souviens, avant on partait en vacances, on prenait des photos, on allait les développer, on rentrait, on regardait les photos en famille, etc. C'est les gens qui venaient chez toi qui pouvaient voir tes photos de vacances. Ouais. Là, avec Instagram, tout le monde entier peut voir ce que tu as fait pendant tes vacances. Il suffit que tu aies un profil public. Et donc là, pour son cas précis à elle, au-delà du fait que ce soit une performeuse et que ce soit vraiment son travail, je trouve que qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça la regarde. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus exhibitionniste parce que tu as envie, tu vois, mine de rien, quand tu partages tes vacances ou que tu partages tes moments de vie, c'est pour montrer aux autres ce que toi tu fais, que tu trouves trop cool. Donc tu t'exhibes un peu au monde, mais on a aussi en face une demande de voir ce que tu fais dans ta vie qui est beaucoup plus importante. Le nombre de gens que tu connais pas qui vont tomber sur ton profil et regarder, etc. Donc elle a monétisé ça. Et en fait, c'est plus ce truc-là, je me dis, parce que ce qu'elle fait, elle, en tant que telle, elle l'a pas inventé. Je pense qu'il y a de nombreuses femmes qui l'ont fait avant elle. Je pense que ça sera pas la dernière à le faire. Mais tu vois, là c'est encore moi ce qui m'embête un peu, tu vois, c'est que le fait qu'elle soit enceinte,
tu vois, ça devient aussi un fétiche. Il y a tout un truc. Enfin, j'ai vu la vidéo, elle dit, elle veut faire une golden shower. T'es là, tu dis, c'est... En fait, c'est pas que elle. Tu vois, si c'est que elle, mais elle porte un enfant parce que... En fait, bref, moi, mon cerveau, il va trop loin. Je me dis, mais après, ça va être quoi? Je pense que tout le monde a réagi comme ça, en fait, quand elle a fait cette annonce. Hein, parce que déjà, les annonces qu'elle faisait avant, c'était assez difficile à digérer. Mais là, vraiment, c'est celle où je me dis, ah oui, d'accord. Donc, ça va jamais s'arrêter, en fait. Ok, j'ai compris. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Nanette, sur la différence entre performance et plaisir, que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un des plus gros problèmes qu'on a dans les relations sexuelles hétéro, j'ai envie de dire, où j'ai l'impression que beaucoup de pratiques, beaucoup d'envie, de choses à tester, etc., sont tirées de contenus qu'on a vus qui étaient performatifs et qui, du coup, ne s'appliquent pas du tout à ce qu'on est capable de faire, nous, dans nos lits et qui créent rien, en fait. Qui ne créent rien en termes de connexion et en termes de plaisir. Donc ça, c'est vrai que c'est un autre point, en fait, auquel j'ai pas tout de suite pensé. Après, il y a un autre angle, en fait, que je retiens de cette vidéo, c'est que je me dis, peut-être que j'ai atteint une certaine maturité qui fait que je peux voir cette fille et me dire, ok, elle, c'est un cas extrême, ça me regarde pas, je passe à autre chose. Mais je sais que j'ai envie de l'appeler le perturbateur du fond de la classe. Le perturbateur du fond de la classe, sur une classe de 20 personnes, il peut quand même vraiment perturber le cours, tu vois. Il peut empêcher les 19 autres personnes d'être vraiment concentrées et de bien suivre le cours de la leçon, même si c'est qu'une personne. Et en fait, je le vois vraiment comme ça parfois, où je me dis... elle est toute seule, elle n'est pas toute seule, mais j'ai envie de dire, elle est dans son coin, elle est dans sa lignée où elle a vraiment envie de faire des choses qui sont très extrêmes, mais malheureusement, sa plateforme prend beaucoup d'ampleur. Et je pense que ça déteint en fait sur la vie de beaucoup de personnes. Je pense que ça déteint très fort sur les attentes sexuelles de certains hommes, etc. Et c'est là où je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'on atteint des extrêmes entre ce que les femmes ont envie de faire et ce que certains hommes vont attendre d'une femme dans le lit, en fait. Parce qu'il y aura des standards qui seront posés comme cette personne qui est en fait déjà dans des extrêmes. Alors... J'aime beaucoup ce que tu dis parce que, en fait, pour moi, là, on parle plus du même sujet, on parle plus d'éducation sexuelle qu'autre chose. Parce que, tu vois, si je prends l'exemple du cinéma. Le cinéma, c'est de la fiction. Et on sait que c'est de la fiction. On peut aller voir un film qui va être un film ultra fantastique, qui va complètement casser nos codes, etc., etc. On va réinventer des mondes. Et parce qu'on est dans le cadre de la fiction, ça nous dérange pas, on le sait. Si je prends l'univers du porno, par exemple, parce que de toute façon, ce qu'elle fait, ça colle, ça rentre aussi dans l'univers du porno, c'est du cinéma, c'est de la fiction. Le porno, c'est fait pour mettre en lumière des fantasmes, etc. Mais c'est de la fiction. Là où ça devient un problème, c'est que comme on manque d'éducation sexuelle, on se sert de ça pour s'éduquer. On se sert de ce qu'on va voir dans le porno pour s'éduquer, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel, etc. Alors que c'est une industrie... si je puis dire cinématographique, pour quand c'est bien encadré, etc. Parce que je ne vous parle pas des choses où il y a des preuves de consentement et tout ça, mais vraiment dans les productions pornographiques, on fait pas plus que on fait à Hollywood en fait. Et donc c'est de la fiction. Et le problème, c'est qu'on prend cette fiction et qu'on essaye de le mettre dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. C'est comme si aujourd'hui, on se décidait que Harry Potter, c'était la vraie vie et qu'on se mettait tous sur nos balais et à être des sorciers. Ben, ça nous paraîtrait complètement barge. On s'éduquerait pas comme ça. Et ben en fait, on prend le porno et on se dit ok, ben c'est ça, c'est ce qui nous permet de nous éduquer, donc c'est ce que je dois reproduire. Et donc pour moi, tu vois, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que le problème, c'est pas tant que le porno existe, que ce genre de vidéo existe, etc. C'est qu'on n'éduque pas les gens à prendre du recul par rapport à ça et à se rendre compte que ce n'est pas la vraie vie. Oui, et en plus, la ligne, elle est encore plus floue, je trouve, avec OnlyFans, parce que dans l'industrie du porno, comme tu le dis, il y avait des actrices, il y avait même des surnoms, etc. Enfin, il y avait toute une idée où il y a quand même un minimum de scénario qui est écrit. Là, c'est vraiment une personne qui est influenceuse du sexe et qui donne encore plus l'impression que
que cette barrière entre la fiction et la réalité, elle est de plus en plus floue, en fait. Donc, il y a vraiment un rapport parasocial qui est encore plus intense avec des personnes qui font ce genre de contenu plutôt qu'une actrice porno, en fait. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Pardon, je pensais que Néné, t'allais rebondir sur quelque chose. Moi aussi. Non, en fait, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a tellement de trucs. Je me dis que, tu vois, je suis née dans les années, fin des années 80. On est en 2026 et le monde, et le nombre de choses qui se sont passées entre le moment où je suis née aujourd'hui, je suis un petit peu ça me surprend toujours, quoi, quand il pense, parce que je me dis, le porno était ce qu'il était, le porno a évolué avec le temps, j'ai lu plein de choses et j'ai écouté beaucoup de podcasts, notamment de Ovidie ou de personnes qui ont des anciennes actrices porno, etc., qui, je trouve, ont une approche beaucoup plus pédagogique que les créatrices de contenu OnlyFans aujourd'hui. Elles ont conscience de ce qu'elles ont fait, elles sont éduquées sur le sujet, et quand elles se positionnent par rapport à ça, elles ont toujours, le fait qu'elles ont fait ça, qu'elles font telle ou telle pratique, mais elles sont capables de te dire qu'entre la façon de pratiquer en France et la façon de pratiquer aux États-Unis, puisqu'elles ont voyagé, c'est différent, mais qu'en même temps, il faut se protéger, mais qu'en même temps que c'est important de se faire tester, de machin, etc. Et pour revenir sur Bonnie Blue, elle a fait du contenu avec une autre nana qui s'appelle Lily Phillips, qui elle aussi avait fait un truc on avait regardé le reportage et on en a déjà rapidement parlé dans le podcast, où elle dit que en fait elle a couché avec 100 personnes dans une journée. Tu la vois, en fait, à la fin du truc, elle est dans un état, t'as l'impression qu'elle est complètement dissociée de la réalité. C'est ça. Mais que dans le reportage, on voit à quel point, pour atteindre l'objectif, ils n'ont même pas checké si tout le monde avait fait un test de dépistage ou quoi que ce soit, oui. De dépistage ou quoi au cas. En fait, j'ai l'impression que avec tout ce qui s'est passé sur la libération sexuelle, avec tous les nouveaux virus qui sont entrés, notamment le sida, etc., et que il y a eu cette révolution sexuelle et on s'est dit, ouais, on peut tout faire, c'est la teuf. Après, on s'est dit, attention, on peut choper des trucs, peut-être qu'on peut se protéger, et on est parti dans ce côté éducationnel où on dit aux gens, bon, ok, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais essayez de vous protéger parce qu'il y a ça. Là, j'ai l'impression qu'elle donne un exemple de toute façon, on s'en fout de tout ce qu'on a dit et advienne que pourra. Et ça me dérange beaucoup parce que de la même façon qu'il y a énormément de désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, où il y a des gens qui vont te dire, si t'as mal à la tête, il faut manger de la peau d'ananas parce que sinon ça va il faut plus prendre de paracétamol. Là, le dernier truc que j'ai vu où j'ai halluciné, je me suis dit, en fait, on est sur la terre, on marche sur la tête. C'est une influenceuse des Marseillais qui est enceinte de son premier enfant, qui vit à Dubaï, et dit, il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont vous le dire, mais au Middle East, ils vous le diront. Prendre du Doliprane pendant que vous êtes enceinte, ça féminise votre enfant. Ouais. Oh là là. Voilà. Oh là et j'ai dit, vraiment. Et c'est très sérieux. Il y a beaucoup de gens qui se sont envoyés les chaînes, tout ça circule très fort, cette information. Et je me suis dit, incroyable. Ça me désespère. Et donc, du coup, je me dis, si déjà sur des sujets comme ça qui sont de connaissances communes, où c'est très très facile d'avoir l'information, tu t'imagines si sur la sexualité, les gens, ils vont se baser sur, oui, mais Lily Phillips, elle a fait comme ça, oui, mais Bonnie Blue, elle a fait comme ça, oui, mais tu vois, machin, il y a des trucs et tout. Et je me dis, mais en fait, les jeunes garçons et les jeunes filles qui vont s'éduquer, ils vont se dire, oui, mais regarde, sur les réseaux, c'est ce que j'ai vu, donc c'est la réalité. Donc je suis obligée de faire ça, je suis obligée de réagir comme ça. De la même façon qu'il y a des hommes qui sont convaincus que toutes les femmes sont des femmes fontaines. Il faut juste trouver la bonne combinaison. Il y a des hommes qui sont convaincus que toutes les femmes aiment faire des fellations. C'est juste que si t'aimes pas, c'est que t'es nul au lit, en fait. Ils sont convaincus que toutes les femmes vont crier, trembler d'orgasme. Non. Alors, j'arrive à ma question suivante. Du coup, par rapport à ce que tu as dit, c'est grave intéressant. C'est, est-ce qu'à votre avis, le sexe, il est devenu trop banalisé dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui pensent qu'il y a un aspect quand même qui doit être... il y a un aspect, j'ai envie de dire, sacré, un peu plus privé, qui doit être privilégié et qu'on a perdu? Est-ce que vous pensez comme ça en ce moment ou pas?
Je me lance en première du coup. Ouais, comme tu veux. Vas-y. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, tu t'as dit, est-ce que le sexe, on est allé... Non, c'est pas est-ce qu'on est allé trop loin. Est-ce que c'est devenu banalisé en fait? C'est banalisé. En fait, je trouve que... Au contraire, on a remis un peu de raison autour de ça. Si on reprend, moi j'ai grandi dans les années 90, je crois qu'on a à peu près tout le même âge. Ouais. Moi, je me souviens, à la télé, les publicités, c'était ultra sexualisé pour vendre un yaourt, pour vendre Tahiti, tout ça, les gels douches, là, je verrai jamais. Oui. Tout passait par la sexualisation des femmes à tous les niveaux, pour tout type de produits, même des trucs qui n'avaient rien à voir. Et je trouve que là-dessus, on est en train de revenir en arrière et que, revenir à la raison, j'ai envie de dire. Ouais. Et que du coup, on a remis un côté un peu plus sacré, et notamment sur le corps des femmes et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à s'exposer beaucoup plus. Alors moi je suis extrêmement mal placée parce que moi j'ai du coup un compte Instagram où je parle de sexualité, donc j'expose de parler de sexualité et tout ça, donc je fais partie de ces gens qui rendent le sexe un peu moins secret, et je trouve que c'est hyper important de le rendre un peu moins secret, pas tant dans la notion érotique sexuelle, mais dans la conversation. Pour moi en fait, parler de sexualité, c'est comme on peut parler de politique, de religion, comme on peut parler de la pluie et du beau temps. Il y a deux manières de faire, tu vois. Là on a une conversation autour de la sexualité, on n'est pas en train de se draguer, on n'est pas en train de préparer quoi que ce soit. Et donc cette conversation-là, pour moi, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui fait l'éducation, c'est ce qui fait que on va protéger aussi les femmes, les enfants et un peu tout le monde de pratiques diverses et variées. L'information, ça c'est hyper important, et ça je trouve que c'est très bien de l'avoir démocratisé. Maintenant, pour ce qui est de la partie beaucoup plus intime et vraiment plus érotique, sexuelle dans la pratique, etc. Là, moi, je suis pas forcément pour l'exposition. Il y en a qui en ont envie, et parce que ça va participer à leur désir, etc. Et tant mieux. Mais je suis pas forcément pour que tout le monde le fasse. Et je pense même que tout le monde ne devrait pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec. Mais par contre, la conversation autour de la sexualité, elle est pour moi primordiale. Très bien. Eh ben, je te rejoins complètement parce que moi je suis partisane du fait de parler de sexe. C'est comme parler de la dernière recette de lasagne que tu as testée. Exactement. En fait, il faut désacraliser le truc parce que ça veut pas dire forcément qu'on est là en train de dire ah bah il a mis la jambe comme ça et ensuite il a fait ci, il a fait ça. Non, on parle pas de ça. On parle de la sexualité, c'est quand même assez large. C'est pas juste il m'a fait jouir en faisant ça. Ouais. C'est pas ça du tout. Et aussi parce que pour moi, c'est des conversations qui sont importantes à avoir parce que tu peux apprendre certaines choses aussi. Tu peux découvrir certaines choses sur toi. Tu peux dire, de la même façon que je peux te dire, écoute, moi, mes tomates, pour faire ma sauce tomate, j'enlève la peau et je fais ci, je fais ça, parce que tu te dis, peut-être que je vais tester, peut-être que je vais aimer. Et surtout que pour moi, ça reste quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit appréhender je sais pas si j'aime, tant que je n'ai pas testé, je peux pas savoir si j'aime ou pas, dans la limite de ce dans quoi je suis... dans la limite de ton confort, ce pourquoi je peux rester... De mon confort, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc pour moi, ça, c'est tout à fait OK. Et après aussi, chacun pratique comme il veut. Mais ça doit pas être un sujet ultra central de tout. Oui. C'est pas un sujet de la nuit non plus, tu vois. C'est genre, si le matin tu veux en parler, ok. Il y a une façon d'en parler, comme t'as dit. Parfois, ça peut être hyper lourdingue. Parfois, tu peux avoir des conversations de sexe. T'es en date avec un mec et dit ouais, mais toi, machin, tu vas te dire oh putain, on dit c'est dégueulasse la façon dont il en a parlé, machin. Et puis, il y en a d'autres avec qui tu vas en parler de façon tout à fait normale. Et après, tu vas te dire on passe au fromage, quoi. C'est ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, vraiment, le point sur lequel je me suis rendu compte que il y a un aspect en fait que j'aime pas sur certaines conversations, c'est quand ça devient trop cru et que j'ai pas forcément demandé à en arriver là, logique. Mais c'est vrai que je trouve que les conversations sur la sexualité, surtout entre femmes, dans des cercles de femmes, elles sont hyper importantes parce que c'est là en fait que tu es capable de voir s'il y a des dérives qui ont lieu. Et j'ai l'impression que c'est dans ces conversations-là que certaines vont peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'elles faisaient, quelque chose qu'elles subissaient, qui n'est pas de l'ordre
d'une sexualité consentie qui n'est pas, qui n'a pas lieu d'être. C'est vraiment cet aspect-là. Et j'aime aussi l'idée qu'on puisse converser ensemble sur ce qu'on considère comme approprié et non approprié. Moi, je sais qu'une fois, j'ai entendu une conversation de plusieurs femmes qui racontaient, en blaguant et tout, oui, moi, quand je vais dormir, j'aime bien aller dormir toute nue, mais si je dors toute nue, mon mec, il me laisse pas dormir, il va m'attraper, etc. Ça me saoule, machin. Et en fait, moi, j'étais vraiment en train de rouler les yeux parce que je me disais, est-ce que ton partenaire, c'est un animal ou est-ce que c'est ton compagnon de vie? Et je voyais vraiment que là-dessus, on n'était pas d'accord, tu vois. Elles étaient plusieurs à dire, en rigolant, ben voilà, moi, je peux pas dormir toute nuit à côté de lui parce que sinon, il me laisse pas tranquille, il va m'attraper, etc. Et moi, j'étais la seule à dire, ben, pour ma part, si je dors toute nuit à côté de lui et qu'il essaie de m'attraper, on va se battre. Parce que je suis pas son jouet, en fait. Donc, c'est vraiment ce genre de choses où je me dis... Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va peut-être banaliser dans le cadre d'un couple, etc. On va se dire c'est normal, ou on t'aura appris que c'est comme ça qu'ils pensent, les hommes, c'est normal, il faut juste se laisser faire. Enfin, j'ai le souvenir qu'on avait fait un épisode où on parlait de consentement, et avec Néné, on était choqués parce qu'il y avait une dame qui racontait que... on lui a appris, avant qu'elle se marie, qu'il fallait toujours qu'elle dorme avec une robe très large et sans rien en dessous pour être prête pour son gars. Genre, ton gars rentre du travail, il a envie, c'est facile d'accès. Et pour elle, c'était normal, tu vois. On lui avait appris ça et c'était normal. Et avant qu'elle ait une conversation... En plus, je pense qu'elle avait une conversation avec une gynéco ou quoi. Enfin, c'était même pas un truc avec des proches. C'est avant d'avoir eu cette conversation avec la gynéco, pour elle, c'était normal. C'est ce qu'on lui avait inculqué, c'était normal. C'était dans le cadre de son mariage. C'était tout à fait logique. Et jusqu'à ce qu'elle parle avec cette professionnelle qui lui a dit, mais en fait... Où est votre place là dans tout ça en fait? Elle est où votre place? Elle est où votre envie? Il est où votre désir, etc. Et c'est vraiment ce côté-là où je me dis, certes, je sais que la génération juste avant nous, ils supportent pas qu'on parle de sexualité. Nous, on s'est déjà fait taper sur les doigts des tonnes de fois pour en avoir parlé dans le podcast. Mais il y a vraiment cet aspect où on leur fait comprendre que vous vous rendez pas compte en fait qu'on parle pas juste pour se faire un kiff, pour être un peu perverse en fait. C'est vraiment dans l'idée de, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui souffrent dans le cadre de certaines relations, etc., qui pensent que c'est la norme. Et il suffit d'une conversation pour qu'elles se rendent compte que ce qu'elles vivent, c'est pas du tout normal. Et vraiment là-dessus... Au-delà de ça, au-delà de ce côté qui peut être très négatif, dans un côté qui est un peu plus positif, je dirais, je pense que j'ai déjà évoqué cette anecdote-là, d'un couple qui venait de se marier, qui essayait d'avoir un enfant et qui ne parvenait pas à avoir un enfant. Et en discutant, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pratiquaient du sexe anal et non pas du sexe vaginal. Et que du coup, forcément, tu ne vas pas tomber enceinte en pratiquant du sexe anal. Mais parce qu'on ne leur a pas expliqué, tu vois. Et il y a cette émission que j'aimais beaucoup, qui n'existe plus. C'est Le sexe autour du monde, qui passait sur Arte, je crois. Okay. Il doit sûrement avoir des archives sur YouTube, non? Oui, sûrement sur YouTube. Ouais, mais je vais mettre en lien. C'est grosso modo, c'est une personne qui allait dans les pays et qui parlait de sexualité avec les gens. Et il essayait d'aborder un peu tous les aspects de la sexualité dans ces communautés. Donc, je pense qu'il a été en Argentine et il est parti en Israël, en Suède, etc. Pour voir comment les pratiques varient selon les pays. Autre, ouais. Voilà, c'est ça. Et je me souviens que dans un épisode... Je pense que c'est l'épisode où ils étaient en Israël, où en fait, c'était un jeune couple juif qui allait chez le rabbin avant de se marier, et ils avaient toute la préparation au mariage, et notamment une préparation sexuelle au mariage, en fait, pour expliquer un peu ce qu'il y avait tout. Et je me suis dit, c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir ce genre de conversation, et pas seulement dans le chemin pour aller vers le mariage, mais pour moi, ça fait partie de la connaissance générale, en fait. De la même façon que tu sais que tu veux laver ton linge blanc de telle façon, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Parce que comme on a dit, autant d'un côté négatif, tu peux subir des choses que tu n'es pas censé subir et que tu ne te rends pas compte que tu n'es pas censé subir ça, autant sur un point de vue plus positif, si tu as envie d'avoir certaines choses, si on t'avait expliqué comment ça fonctionnait, si on t'avait expliqué que c'était une découverte, que la façon dont tu pratiques ta sexualité quand tu as 20 ans, si tu as décidé de commencer à pratiquer à 20 ans et que
à 30 ans, ça sera pas la même chose. À 40 ans, ce sera pas la même chose. Qu'il y a certains défis que tu vas peut-être rencontrer. Il y aura peut-être certaines facilités, que ton corps change. On le dit tout le temps dans ce podcast, c'est que la façon dont on a eu nos règles quand elles ont commencé et la façon dont on a nos règles maintenant, c'est largement différent. On n'a plus les mêmes symptômes. Tous les ans, on découvre un nouveau truc. Et quand tu passes dans une nouvelle décennie, là, t'as des nouveaux trucs qui se débloquent. Tu te dis, bon, ok, avant, j'avais ça. Ça a disparu, mais ça a été remplacé par ça. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux ? Et donc, dans cette discussion qu'on peut avoir sur la sexualité en regardant des trucs, c'est pas parce que vous allez regarder des émissions sur la sexualité, que vous allez écouter des podcasts sur la sexualité, que ça veut faire de vous une madame de bordel. Ça va pas faire de vous une actrice porno, ça va faire de vous quelqu'un qui s'intéresse et qui se cultive sur quelque chose. Et c'est pas mauvais. La culture, c'est pas juste Matisse qui a une exposition au Grand Palais en ce moment. La culture, c'est plein de choses. Et surtout qu'on parle de nos corps, en fait. Oui. Bah ouais. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Néné. Et il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas du tout mentionné sur le fait de parler de sexualité et en fait de pouvoir en parler comme on parle de pain ou de recettes de cuisine. Moi, je suis aussi sexothérapeute, donc je reçois des gens en consultation sur leurs problématiques de sexualité et notamment des couples. Et c'est assez intéressant de voir que en couple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de conversation autour de la sexualité, qui ne parlent jamais de sexe au-delà du fait de juste pratiquer une activité sexuelle ensemble. De pouvoir discuter de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce dont j'ai envie et tout. Et en fait, le fait de ne pas réussir à faire ça, c'est ultra problématique parce que le moment où il y a quelque chose qui ne va pas, le moment où on a envie d'explorer un nouveau terrain, etc., et ben les gens se retrouvent ultra démunis parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont vraiment pas l'habitude et il y a vraiment ce tabou autour de la sexualité qui ne sert à personne. Et donc en fait, normaliser le fait d'avoir des conversations sur la sexualité mais qui ne sont pas sexualisées, et ben ça, c'est ultra important. Et comme tu disais tout à l'heure, Ndaya, le fait de ne pas pouvoir se coucher à côté de son mec sans qu'il t'attrape parce que t'es nu, et ben c'est extrêmement problématique. Ça montre bien que il y a une discussion à avoir aussi sur l'accessibilité au corps, le désir, enfin tout ce qui tourne autour de la sexualité, quoi, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont violentes à mon avis et qui sont catégorisées dans le c'est parce qu'il me désire fort. Et c'est vraiment ce truc sur lequel je suis prête à me battre pour montrer aux gens qu'il y a un problème en fait. C'est le désir, c'est pas censé pousser quelqu'un à ne pas respecter ton corps en fait, parce qu'on est des humains, on est dotés d'une très grosse intelligence et on n'est pas des animaux, donc normalement te désirer quelqu'un fortement, oui c'est possible, mais ça peut pas te pousser à faire des choses comme ça en fait. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais. Là tu parles de culture du consentement, hein, c'est là-dessus sur lequel on doit progresser parce que c'est exactement clairement, ça. Oui. Après, une des raisons aussi pour lesquelles on voulait faire cet épisode, c'est que il y a quand même assez longtemps, on avait posté un petit carrousel sur Instagram où on se donnait des conseils de vie. Et on avait écrit un truc du style girl to girl, voilà les conseils qu'on se donnerait, qu'on donnerait à des personnes de notre âge, de notre génération, etc. Et je sais que sur une slide, on avait parlé d'avoir une certaine discipline sexuelle. Et je sais que le mot, il avait fait réagir pas mal d'abonnés qui se disaient en fait j'aime pas ce terme parce que pour moi ça me renvoie tout de suite à la vision de la sexualité qui est très puritaine, qui est très liée à la religion, où on t'interdit d'explorer, on t'interdit d'en parler, on t'interdit tout en fait, et on appelle ça la discipline. Après je sais que nous c'était pas du tout le cas en fait quand on a employé ce terme, mais je trouvais ça intéressant en fait que ça trigger un peu les gens, tu vois, quand tu parles de discipline et de sexualité, où en fait le terme qui aurait été plus approprié, je pense que c'était plus être responsable,
plutôt que la discipline. Donc je pense qu'on peut dévier là-dessus maintenant. Parce que si on veut parler de ce genre de sujet, je pense qu'on va devoir aborder chacune comment la sexualité nous a été inculquée, comment elle nous a été enseignée. Pour ma part, je sais que j'en ai déjà parlé dans le podcast, j'ai quasiment pas eu d'éducation sexuelle. Et j'ai juste eu la chance par moment de tomber sur certaines personnes qui m'ont raconté des anecdotes et qui m'ont permis de me forger ma propre opinion, etc. au fur et à mesure. Et malheureusement, après je sais pas si je dirais malheureusement, mais je veux bien entendre vos avis. Mais en tout cas pour moi, je me disais que c'est dommage d'en apprendre sur sa sexualité directement en pratiquant en fait. Parce que tu tombes sur la mauvaise personne et t'apprends les mauvaises choses en fait. Bonjour, compadre. It's the Priceline Negotiator. How do I negotiate so many great travel deals? My greatest gadget, the Priceline app. It's got hotel deals, flight deals, rental car deals, all of those deals in a bundle. Deals, game day deals, concert trip deals. No one deals more deals than Priceline. Hold your horses, there's more. The app lets you filter hotels by neighborhood, vibe, star level, and amenities like pools and spas and beachfronts and... Wait, I'm not done. Stop cutting me off. Priceline! Plan B is a backup birth control option that's there for you when things don't go according to plan. It specifically works after unprotected sex and before pregnancy occurs by temporarily delaying ovulation. Plan B is available nationwide at all major retailers and through delivery apps like DoorDash. No ID, prescription, or age requirement. It's the #1 OBGYN recommended brand of emergency contraception, and it won't impact your future fertility. That's freedom to be. Use as directed. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu... c'est malheureux et je pense que si c'était un sujet qui était abordé de façon plus apaisée, ça serait pas du tout un sujet en fait. Parce que, comme tu dis, il suffit que tu tombes sur la mauvaise personne qui te dit « Ah bah oui, quand tu fais l'amour avec quelqu'un ou que tu pratiques... » Parce que c'est faire l'amour aussi, bref. Ouais, bref. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais... oui. Mais tu vois, il suffit que la personne te dise « Ah bah c'est comme ça et pas autrement », toi tu vas dire « Bon bah la personne... parce elle semble savoir mieux que moi, voilà. Voilà, elle semble... Parce qu'on a aussi ce côté, en fait, comme dans tout dans la vie, quand t'as jamais fait, s'il y a une personne en face de toi qui a déjà fait et qui parle avec un peu d'assurance, tu vas te dire « Bon bah c'est que cette personne-là, elle a raison », alors que ton instinct te dit « Bah non, c'est pas ça, etc. » Mais tu te dis « Mais moi j'ai jamais fait ça, là il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, donc on va un minimum faire confiance. » Mon expérience est différente parce que ma mère m'en a parlé un petit peu, mais sans trop dire les choses. Il faut savoir que ma mère est quelqu'un qui parle en métaphore tout le temps, surtout. Donc, la sexualité, on en a parlé, mais toujours avec beaucoup de métaphores, mais parfois elle avait des moments un peu plus cash, un peu plus... Bon, bah voilà, on va dire les choses ou quoi que ce soit. Pourquoi il y a un préservatif là ? Parce qu'on a eu un cours d'éducation sexuelle à l'école. Enfin, il faut pas commencer, machin. J'ai dit, oh là, madame, c'est pas ça le sujet. Mais disons que si moi, personnellement, j'avais été un peu plus ouverte à discuter ces sujets avec ma mère, je pense que dans son inconfort, elle aurait été confortable de m'en parler, puisqu'elle a abordé le sujet d'une certaine façon. Mais moi, surtout, ce que j'entendais, c'était des copines quand j'étais au collège, lycée, qui disaient ce qu'elles faisaient. Et tu disais, mais madame, en fait, même si je pratique pas, je sais ce que tu es en train de faire là, ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. Tu te mets beaucoup trop en danger dans des situations improbables, surtout à cet âge-là, où tu vas pratiquer dans la forêt, dans les voitures, dans les escaliers, enfin, toutes des situations où tu te dis, mais tu te mets dans un... En fait, tu te mets en danger. Et je trouve aussi que les cours d'éducation sexuelle que j'ai eu dans la scolarité, je trouve que c'était pas assez poussé. Je pense que c'était une après-midi et puis c'était réglé. Je pense que... Et puis ils abordent qu'un certain angle, c'est protégez-vous si vous voulez pas tomber enceinte ou si vous voulez pas attraper le sida. Bah tu sais quoi, c'est intéressant que tu dises ça parce que tu viens de me rappeler le cours d'éducation sexuelle que j'avais au collège. Et en fait, bah pour le coup, je suis très reconnaissante parce que je pense que le cours n'aurait pas été poussé s'il n'y avait pas 2-3 filles qui avaient déjà eu des rapports. Et en fait, dans notre classe, il y avait je me rappelle qu'ils nous avaient fait le cours, ils avaient séparé les filles d'un côté, les garçons de l'autre, etc. pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Et en fait, parce qu'il y avait ces 2 filles qui étaient prêtes à parler de leurs expériences, et ben on a pu discuter de plein de choses et j'ai trouvé ça
vraiment, pour le coup, maintenant, avec du recul, je me dis, mais heureusement, merci à ces filles, parce que je sais pas si on aurait creusé autant. Où en fait, il y avait une fille qui a posé une question. On avait le droit de poser nos questions en anonyme sur un petit bout de papier et tout. Donc la dame ouvre le papier et elle lit. Est-ce que si j'ai un rapport et que le gars se retire avant l'éjaculation, il n'y a pas de risque de tomber enceinte? Donc la dame lui a dit, non, il y a un gros risque de tomber enceinte. J'espère que tu fais pas ça tout le temps. Je te le déconseille. Ouais, voilà quoi. Donc je te le déconseille vivement. S'il te plaît, ne le fais pas. Et tu vois, faut savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient juste jamais eu le moindre rapport, ne serait-ce que qui n'avaient même pas encore passé le cap du bisou. Entendre ça, en fait, on se disait, ah ouais, donc il y a des risques, en fait. Et je me rappelle que cette personne, en fait, après que la question ait été lue en anonyme, elle a levé la main, elle a dit, je suis désolée parce que là, on est entre nous, je vous fais confiance, mais je lève la main, je dis que c'est moi qui ai posé la question parce que j'ai une question follow-up. Et donc, elle explique, mais en fait, pourquoi? Et donc, la dame nous a expliqué vraiment graphiquement, en fait, pourquoi c'était une mauvaise idée. Et donc, pour des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe entre leurs jambes, qui n'ont même pas une fois regardé devant le miroir, c'était vraiment c'était d'utilité publique en fait ce qu'elle nous a expliqué. Et donc elle a été c'était très graphique, c'était très clair, et je pense que c'est exactement comme ça que ça devrait avoir lieu, parce que on laisse trop de place au mystère en fait. Il y a beaucoup trop de place au mystère. Un peu comme la manière de raconter aux enfants comment on fait des bébés, tu vois, des trucs de cigogne et le truc et machin. Des fois on exagère en fait, et on rend les gens un peu plus confus que au départ. En fait, on oublie un truc, c'est que les enfants, ils ont des questions, et que si tu leur donnes pas la réponse, ils vont aller la chercher de toute manière. Oui. Quand on parle d'éducation sexuelle, on dit souvent non, faut pas parler de ça aux enfants, faut leur laisser leur pureté, etc., etc. Mais si ton enfant il se pose la question de comment on fait les bébés, de pourquoi moi j'ai pas la même chose entre mes jambes que mon frère ou ma sœur, etc., et que tu lui dis pas, c'est une question qui se pose. Donc de toute façon, il va essayer d'aller trouver l'information, il va essayer d'aller comprendre pourquoi, et il va utiliser toutes les ressources mises à sa disposition pour pouvoir répondre aux questions. Et donc, comme tu le disais, se retrouver parfois avec des gens qui vont expliquer des trucs alors que c'est complètement faux. Et donc, c'est pour ça que moi je trouve que l'éducation sexuelle c'est hyper important, et notamment ce qu'on fait à l'école et tout, et je sais qu'il y a une grosse polémique là-dessus sur l'éducation sexuelle et affective à l'école, mais c'est que il y a un vrai besoin de répondre aux questions, et au-delà de l'aspect sécurité. C'est ultra important, bien sûr. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la responsabilité sexuelle, c'est hyper important, bien sûr, de se protéger, de se tester, d'avoir conscience des maladies, d'avoir conscience que oui, on peut tomber enceinte, que le retrait n'est pas une technique de contraception. Tout ça, c'est hyper important. Mais au final, 90%... pour ne pas dire 99% du sexe qu'on fera dans notre vie, c'est du sexe plaisir. C'est pour se faire plaisir. Et donc, il y a aussi cette notion du plaisir qui est ultra importante à aborder, parce que en ne parlant que de l'aspect sécurité, on en oublie le côté hyper plaisant qui fait que les gens ont des relations sexuelles. Pour répondre à ta question aussi sur l'éducation, ce que tu nous as demandé, c'était quoi votre éducation sexuelle? Moi, j'ai pas du tout reçu d'éducation sexuelle. Ma mère, elle était pas du tout à l'aise de nous parler de tout ça. Moi, pour la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai cru que j'allais mourir, concrètement. C'était une journée d'angoisse. Je ne comprenais pas pourquoi je me vidais de mon sang. J'étais prête à annoncer ma mort à mes parents. Mais oui. Ça y est, c'est fini. J'arrivais au bout du truc, les amis. Ma fin est là. Je me disais, mais donc ça finit comme ça, là, maintenant? Ouais, non, mais j'imagine la petite fille qui a écrit sa lettre d'adieu et tout. Voilà, ça y est, j'ai vécu toute ma vie. Adieu à tout le monde. En plus, j'étais jeune. Moi, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et tout. Enfin, je ne savais pas ce qui se passait. Et toute la journée, je me souviens vraiment, toute la journée, je me disais, bon, ça va s'arrêter. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes, c'était de pire en pire, évidemment. Donc, je saignais de plus en plus. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'aille voir ma mère à un moment ou un autre pour lui dire que, là, il faut m'emmener aux urgences parce que je vais mourir, quoi. Et donc, j'ai été voir ma mère et je lui ai dit, elle m'a dit, oh,
c'est rien, va prendre une douche. Et là, je me suis dit, mais en fait, je t'annonce ma mort. Et tu n'es pas concerné par la situation. Va te laver. Oui, et tu vas te laver, je vais pas enterrer un enfant sale. Ouais, s'il te plaît, lave-toi. C'est horrible. Non, mais ça veut dire que toi, t'as commencé tout de suite avec un traumatisme. Exactement. C'est incroyable. Tu sais, je l'ai compris en allant chez le psy, ça, tu vois. Moi, j'ai eu pas mal de soucis avec ma sexualité avant de me réorienter et de me consacrer à ça, justement. C'est parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec ma sexualité et c'est venu du fait que j'ai commencé ma vie sexuelle ou ma vie intime, disons, par le trauma de sexe égale mort. C'était un peu ça, tu vois. C'est incroyable ce que le cerveau peut nous faire enregistrer, en fait. C'est impressionnant. Ouais, mais quand t'es enfant, tu fais que avec les informations que t'as. Et moi, tu vois, ce que j'avais comme information, c'est quand tu saignes, dans les films, les gens sont blessés et ils meurent. Donc, moi, je me lève un matin, on est samedi, je n'ai rien fait de mon vendredi soir, j'ai été dormir, je me réveille, je saigne, alors que je suis censée faire pipi, je ne sais pas pourquoi, mais je vais mourir. Oui. Ouais. Mais je voudrais soulever un truc que tu as dit, Nanette, c'est que nous, avec Ndaya, depuis tout à l'heure, on parle d'éducation sexuelle, mais toi, tu as dit éducation sexuelle et affective. Ouais. Et dans ma tête, ça a fait tilt. Peut-être que je dis n'importe quoi, corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que les deux sont liés. Pourquoi ? Parce que, en tant que femme, j'ai beaucoup entendu autour de moi des filles qui ont eu des rapports pour la première fois parce qu'elles étaient amoureuses. Là où les garçons, ouais, non, mais j'ai fait parce qu'il fallait faire, comme ça c'est débloqué, je passe à autre chose. Entre ça et les autres qui vont voir des professionnels pour passer l'étape et ensuite comme ça pouvoir dire je fais, tu vois. Ouais. Là où j'ai entendu les filles beaucoup dire, c'était beaucoup lié aux sentiments, où là les garçons ça l'est un petit peu moins. Et quand t'as dit éducation sexuelle et affective, dans mon cerveau ça fait tilt. J'ai dit il y a peut-être un truc. En fait c'est que en tant que femme, nous on est éduqués à nos émotions. Tu vois, on apprend ce que c'est que les émotions. On dit, enfin, tu vois, les grands clichés, c'est oui, les femmes, vous êtes ultra émotionnelles, etc., etc. Mais c'est aussi parce qu'en fait, nous, on est éduqués sur nos émotions, on sait les verbaliser. C'est normal pour une fille d'exprimer ses émotions, etc. Alors que pour les petits garçons, les émotions, alors c'est en train de changer, on est bien d'accord, mais les émotions c'est tabou, faut pas être vulnérable, faut être fort. La seule émotion qui est vraiment tolérée pour un petit garçon c'est la colère. C'est pour ça qu'on nous apprend non mais si ce garçon là il te tape c'est parce qu'il t'aime bien. Oui, mais parce qu'en fait il a aucun autre moyen d'expression à sa disposition pour pouvoir te dire qu'il t'aime bien. Ouais, mais c'est problématique en fait. Et donc ça fait que, oui, il y a une grande dimension affective et émotionnelle dans la sexualité. C'est énorme. C'est une zone de vulnérabilité énorme, la sexualité. Je sais qu'on va y revenir, on va parler de la place des femmes et des attentes, etc. Mais la sexualité, c'est un moment de vulnérabilité énorme. Et pourquoi les garçons, ils passent, comme tu le dis, ils vont aller voir des professionnels, ils vont faire pour faire, etc. Mais c'est parce que ils ont une pression qui est aussi énorme à d'autres niveaux que nous, on peut avoir cette pression, mais eux, ils ont la pression de la performance parce que ils doivent être forts, ils doivent faire jouir les filles, ils doivent avoir de la connaissance, etc. Et donc, le fait d'être, entre guillemets, des newbies, ne pas connaître, est une faiblesse. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de gagner en expérience rapidement pour pouvoir dire « Ah moi je l'ai fait, t'inquiète, je gère, etc. » Mais c'est vraiment une posture. Et c'est vraiment un refus total de la vulnérabilité que c'est que de se retrouver face à quelqu'un et de dire moi aussi je découvre, je sais pas exactement ce que je suis censée faire, voilà, on va faire ça ensemble et tout. Mais parce qu'en fait on est déjà dans des rapports hyper patriarcaux, hyper genrés et du coup on n'a plus la même approche de la sexualité. Ouais. Ok. Mais franchement, c'est excellent ce que tu dis. Je bois tes paroles et après, quand tu as fini de parler, je me rappelle que c'est un podcast. Je me dis, il faut que je dise quelque chose en fait. C'est le moment de réagir parce que sinon, c'est un peu étrange. En fait. Non, mais je t'inviterai à ma conférence, il n'y a pas de problème. C'est super. Non, j'aime énormément.
Et du coup, je peux vous raconter comment moi je me suis éduquée, puisque dans tout ça, j'ai quand même eu une éducation sexuelle avec le temps. Et moi, j'écoutais les radios libres. Je sais pas si de Skyrock, moi j'écoutais Skyrock, Radio Libre. Moi j'écoutais D-Fool là tous les soirs là et tout. Et après je prenais mon dictionnaire, j'avais mon petit Larousse là. Et tous les mots que je comprenais pas, je les écrivais quand ils parlaient. Et ensuite, j'allais dans le dictionnaire et je regardais dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Donc, j'ai appris Nanette, t'es trop studieuse. C'est trop bien. Waouh. Tellement studieuse. T'avais ton carnet et tout. Waouh. Je suis impressionnée. C'était mon seul moyen de pouvoir répondre à mes questions. Et donc, encore une fois, hein, quand il y a des questions et qu'on n'a pas la réponse, on est créatif sur comment avoir l'information, quoi. Et moi, c'était, j'écoutais les radios libres. Je me souviens très bien la première fois que j'ai entendu parler de fellation. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai été voir mon dictionnaire et c'était écrit coït buccal. J'étais là, genre, très bien, qu'est-ce qu'un coït? Qu'est-ce qu'un coït? Non, mais je suis retournée voir dans le dictionnaire pour savoir ce qui était un coït et je tournais en rond. Je me disais, mais quelqu'un va pouvoir m'expliquer ce que c'est que ce truc parce que je ne comprends pas. Et donc même dans le dictionnaire qui est censé donner un peu de clarté, tu vois que même là, c'est tabou, en fait. Ah mais oui, mais là moi on parle, moi j'ai 38 ans donc on parle vraiment des années 90 et tout, mais donc ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque pas du tout. En fait, c'est moi ces endroits-là, les radios libres et tout ça, c'était genre du pain béni pour avoir enfin quelqu'un qui parle de ce qui se passe, dans nos corps. Parce que on a parlé des règles, mais qui dit puberté dit aussi le début des hormones. Donc c'est le moment où tu commences à avoir en fait du désir sexuel, tu commences à avoir des pensées, à fantasmer, etc. Personne t'explique qu'en fait il y a des trucs qui te viennent en tête ou tu vas voir telle personne à la télé et tout et que ça va t'émoustiller d'une manière ou d'une autre. Personne te l'explique ça. Et quand tu te retrouves face à ça, si t'es dans une famille où il y a un peu de discussion autour de ça, où tu peux comprendre que c'est pas forcément négatif, tu vois. Mais moi, j'étais dans une famille où je pense que l'expression des émotions, et je trouve que c'est très aussi dans les familles africaines, ça, mais bon, après, ça, c'est mon point de vue. Je trouve que l'expression des émotions était très minime. On a très peu de démonstrations d'affection physique, etc. Moi, j'ai des parents qui sont ensemble depuis toujours, qui s'aiment et tout ça, mais je les vois pas forcément se faire énormément de câlins, de bisous, ce genre de choses, quoi. Donc, il y a quand même un espèce d'énorme tabou autour de la relation sexuelle, la relation affective et tout ça. Et du coup, t'es carencé, quoi. Tu te poses des questions par rapport à ce qui se passe autour de toi. Moi, j'ai jamais entendu ma mère dire « Oh là là, mais tel acteur, il est super beau. » Tu vois, juste ce truc-là. Et donc, toi, tu regardes la télé, tu vois l'acteur, t'es là genre « Hey, j'aime beaucoup. » T'apprends à pas dire. Donc, t'apprends à réfréner tes envies, à réfréner tes désirs. Et après, tu t'éduques comme ça et t'arrives à l'âge adulte dans ta vie affective, dans ta vie sexuelle, avec plein de choses que tu sais pas faire, tu sais pas dire, parce qu'en fait, tu les as jamais appris avant. Mais c'est ça. Et comme on a toutes les trois grandi dans des familles africaines où, comme tu dis, c'est pas juste les émotions ou quoi au caisse, il n'y a pas beaucoup de dialogue sur beaucoup de choses. Moi, je me souviens qu'à la télé, dès qu'il y avait un bisou, c'était « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est quoi ce truc ? Les parents paniquent, tout le monde les parents cherchent la télécommande, non, il faut couper, machin, etc. Si on peut casser la télé, on casse la télé maintenant, quoi. Voilà, parce que pour un bisou, et de le voir comme ça, c'est de se dire, mais en tant qu'enfant, tu te dis, punaise, c'est que c'est pas bien, je suis pas censée regarder ça, tu vois. Je pense que je peux compter sur les doigts de mes deux mains le nombre de fois où j'ai vu mes parents se faire un bisou. Et en tant qu'adulte, ça me traumatise quand ils se font des bisous, je suis genre là, mais calmez-vous. Et tout ce truc-là, moi je sais que j'écoute beaucoup la radio parce que j'ai un père qui écoutait beaucoup la radio et il écoutait notamment RMC toute la journée. Donc RMC, t'as le matin, les grandes gueules, les débats, l'actualité jusque 14h, 15h.
à l'époque, c'était jusque 14h, et ensuite de 14h à 16h, il y avait une émission de Brigitte Lahaie, qui est une ancienne actrice porno. Ça s'appelait Lahaie, l'amour et vous. Et donc là, elle parlait de sexualité. Et notamment, enfin, c'était quand même grande écoute, 14-16h, c'est pas non plus... oui, il faut être à la maison, quoi, ou dans ta voiture, ou peu importe. Et en fait, il y a des gens qui racontaient un peu leurs aventures, ceux qui aimaient être libertins, celles qui avaient perdu du désir pour leur mari, celles qui faisaient du vaginisme, des hommes qui expliquaient un peu tout. Enfin, ça explorait beaucoup d'aspects de la sexualité, mais... Tu t'imagines que moi qui étais dans la voiture avec mon père qui écoute la radio et quand ils annoncent Lahaie, l'amour et vous, tu vois que la main elle bouge et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Changement de fréquence, ensuite, vite. Changement de fréquence et on revenait à partir de 16h parce que c'était les émissions de foot, etc. Donc tu te dis entre 14h et 16h il se passe un truc. Il se passe un truc que je suis pas censée savoir et tu te dis du coup je vais savoir. Voilà, donc j'ai écouté et j'étais choquée parce que je me dis, donc moi j'écoute Diffoul en cachette le soir à 21h, mais à 14h, il y a une dame qui raconte plein de choses sur les gens. Et après j'ai découvert que, tu vois, son émission était entre 14 et 16, mais elle était rediffusée le soir à partir de minuit, etc. Donc j'ai aussi appris beaucoup de choses en écoutant cette émission. Et ce que en tant qu'adulte maintenant un peu plus âgée, je me dis... Autant avoir de l'expérience de ses pairs, c'est hyper important. Et quand je dis de ses pairs, c'est des personnes du même âge. Autant entendre les histoires des personnes plus âgées, c'est hyper constructif. Ah oui. Parce qu'ils ont un certain recul et il y a certaines choses qui leur arrivent. Tu te dis, ben moi, ça m'est pas arrivé. Mais il y avait notamment comment aborder la sexualité quand tu es en surpoids, comment aborder la sexualité quand tu es malade, comment... affronter la sexualité après un deuil, les différences d'âge, des trucs comme ça, des choses qui font partie du monde. Parce que nous, on parle de la sexualité comme si, d'un prisme hétéronormé. Bien sûr. Mais dans le cadre de relations homosexuelles, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les femmes sont basées sur leurs émotions et que leur premier rapport est souvent lié aux sentiments qu'elles ont vis-à-vis d'une personne, dans des rapports homosexuels, je ne sais pas moi comment ça se passe. Est-ce que c'est ce même sentiment qu'on va chercher et qu'on va trouver, et on se dit je suis amoureuse donc je vais avoir mon premier rapport? Est-ce que c'est différent? Les rapports de pouvoir dans les relations, c'est hyper important, surtout sur la sexualité. Je pense que ça nous est toutes arrivé en tant que jeune fille de se faire draguer par un homme un peu plus âgé, et quand tu y repenses, tu te dis mais comment un homme de 30 ans vient draguer une nana de 18 ans? Enfin, ça ne fait aucun sens. 18 ans, c'est gentil, hein. Oui, j'essaie d'être politiquement correcte. J'essaie d'être politiquement correcte. Je ne veux pas froisser des ailes. Mais bon, voilà, en fait, tout ça, je me dis, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui parlait de certaines choses. Quand j'entends ton histoire, Nanette, où tu dis que ta mère t'a dit, t'as tes règles, va te laver. Et moi, j'étais là, wow. Ma mère, elle était au téléphone, elle m'avait formée à ce truc pendant 1 an et demi. Je pense que j'étais en prep talk sur les règles, où elle m'a dit, ouais, il faudrait que t'aies un calendrier pour noter, il faudrait que t'aies ci, il faudrait que tu fasses ça, et puis quand t'as tes règles et tout. Donc le jour où j'ai eu mes règles, j'étais un peu choquée, mais en même temps, je me suis dit, elle m'en avait parlé. Je savais que ça allait arriver. Il y a eu des épisodes avant où finalement ça a débloqué le discours, et je me dis que c'est quand même une chance. Après, elle ne m'a pas dit ce que c'était le désir, machin, mais elle m'a parlé du fait que avec mes hormones, de temps en temps, je vais trouver des gens mignons et que ça va me faire un petit quelque chose, mais que c'est important de pas... Oui. Mais elle m'avait dit... Oui, elle a dit ça, mais après elle a dit c'est important de ne pas agir sur ses émotions. Il faut que tu gardes... Masque-les complètement, laisse-les étouffer. Voilà. Je compte sur toi, ma fille, tu étouffes tout. Non, mais en fait, c'était important pour elle aussi que je garde la tête froide. En même temps, j'ai grandi dans une maison où il y avait 4 garçons, et je pense qu'elle a eu en long, en large et en travers ce genre de discussion avec mes frères. Et comme je vais le répéter aussi, c'est que peut-être que moi, j'étais pas assez ouverte à ce genre de discussion avec elle, là où mes frères étaient peut-être plus ouverts que moi sur certains sujets, et elle en parlait plus facilement avec eux. Après, je pense qu'elle a aussi senti cette responsabilité de je suis en train d'élever 4 hommes qui vont aller dans la société, je veux pas qu'on salisse mon nom parce que c'est hyper important pour elle. Donc c'était peut-être pour elle s'était dit bon, elle a peut-être fait un peu plus d'efforts de ce côté-là, mais je me rends compte que dans la famille dans laquelle j'ai grandi,
c'est une chance incroyable d'avoir eu cette mère qui est capable de dire certaines choses. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Après, on n'aborde pas tous les sujets, mais ce qu'on a déjà abordé, ça m'a donné un socle sur lequel je me suis posé les bonnes questions et j'ai pas pris de décision un peu trop hâtive, où je me suis pas mise en danger parce que je me suis dit j'ai envie de tester tel truc ou quoi que ce soit. Enfin, je suis la première à dire aux gens, allez vous tester tout le temps. Ouais. Testez-vous, allez chez le gynéco, parlez-en, posez des questions, des machins, etc. Peu importe l'âge que vous avez, parce qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Moi aujourd'hui, je continue d'écouter des émissions, je continue de regarder d'autres émissions parce que je me dis, il se passe tellement de choses, ça va tellement vite que j'ai pas envie, tu vois, de me laisser dépasser par les trucs. Et je me positionne aussi en tant que personne dans ma famille où si les enfants ont des questions, je préfère qu'ils viennent me les poser à moi plutôt qu'ils aillent les poser à leurs potes et qu'après ça devienne des enfants qui font n'importe quoi. C'est vraiment c'est hyper compliqué parce que c'est un sujet qui est encore très tabou et ça peut t'ostraciser dans certaines familles où on va te dire elle c'est la tante bordel, mais sincèrement je préfère être la tante bordel, vraiment. Tu parlais, Néné, je crois que c'est toi qui disais que quand tu étais plus jeune et tout, tu voyais des gens qui racontaient ce qu'ils avaient fait, qui prenaient vachement de risques, qu'ils étaient ils allaient dans des voitures, dans des parcs, etc. Ça vient aussi du fait que, en fait, tes hormones elles sont là et t'as décidé de commencer ta vie sexuelle, mais t'as pas forcément de lieu pour pouvoir le faire. Et donc, t'as pas conscience que tu vas te mettre en danger en allant dans une cage d'escalier, etc. Mais parce qu'en fait, t'as nulle part d'autre où pouvoir aller explorer. Et ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et puis on n'a pas tous des parents qui autorisent les petits copains et les petites copines à venir dormir à la maison. Ah oui, complètement. Tu vois, j'ai regardé sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo d'une maman qui disait que sa fille, là ce vendredi soir, sa fille qui n'est pas majeure, ce vendredi soir là, elle allait dormir chez son petit copain et moi j'étais là, what j'ai pas bien entendu. Je te jure, ça c'est vraiment le truc sur lequel je suis pas prête. En fait, je me dis, il faut vraiment que j'arrive à me positionner sur ce truc, mais en fait, c'est vraiment parce qu'on passe d'une génération à une autre avec une éducation complètement différente. C'est trop un choc pour moi. Je pense que le choc culturel, il est trop vif. Mais il va falloir que je me pose et que je réfléchisse à ces questions-là. Parce que pour l'instant, mon cœur, il n'est pas prêt du tout. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Ndaya, le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus accès à la sexualité via les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, etc. Tes enfants grandissent dans un monde qui est extrêmement différent du tien à ce niveau-là. Ils ont déjà beaucoup plus de connaissances, ou en tout cas d'accès à la connaissance. Pas aujourd'hui, je sais qu'ils sont petits, mais ils ont accès à beaucoup plus de connaissances que ce que nous on a eu. Et donc les études elles montrent que plus il y a de l'éducation et plus il y a et moins il y a de tabous autour de ça, et plus ils vont avoir des démarrages dans la sexualité tardifs. Le fait de commencer tôt vient aussi du fait de l'ignorance et du coup ça crée une curiosité énorme sur le sujet, et donc ça donne envie d'aller essayer d'aller comprendre au final. Donc eh bien merci beaucoup, parce que moi je sais que le fait de savoir tout ça m'a pas donné envie d'y aller en fait. Tout ce que je savais sur la sexualité. Donc là, tu es en train de confirmer que j'étais pas folle, parce que quand tu parles avec des gens, ils te disent non mais tu vois machin, et j'ai dit non mais franchement, quand vous savez, est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Donc merci Nanette, parce que pendant toutes ces années, j'ai cru que j'avais un problème. Mais non, ça va. Non mais c'est intéressant. Vous êtes comme moi, issus de familles africaines. Regardez dans vos familles, est-ce que vous avez des cousins, des oncles, des tantes qui ont eu des enfants très très jeunes? Moi, je sais que dans ma famille, non mais voilà, moi, je sais que dans ma famille, il y en a beaucoup, tu vois. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et ça vient du fait qu'on n'est pas éduqués. On n'est pas éduqués à ces sujets-là, à savoir que oui, le retrait n'est pas une méthode de contraception. Enfin,
tout ça, le moment où tu sais, et toi, je sais plus laquelle de vous deux l'a dit, ah oui, ben non, c'est toi, Naya, qui a dit que dans ton cours d'éducation sexuelle, le fait qu'il y ait plein de filles qui aient osé partager et tout, parler des trucs, t'as appris des choses. Et le fait d'apprendre que tu pouvais tomber enceinte d'une manière auquel tu ne pensais pas, et ben ça, tu réfléchis à 2 fois en fait quand tu vas faire les choses. T'es genre, est-ce que j'ai envie d'avoir un bébé ? Pas du tout. Donc je ne vais pas. La logique voudrait que. Mais j'ai été très insouciante. Non, mais en fait, le truc, c'est aussi ça, toute la beauté de la jeunesse. Parce que comme on a évoqué pendant l'épisode, c'est que un enfant, quand il a des questions, le fait d'en faire un mystère, ça devient très compliqué. J'ai parlé avec de nombreux psychologues qui disent que, en fait, quand ton enfant te pose une question, il suffit de répondre à la question. Oui. Tu lui réponds et l'enfant, après, il passe à autre chose. Toi, tu t'en fais un monde. Monde pas possible. Et finalement, écoute, voilà, il y a des... Tu peux utiliser certaines métaphores, tu peux lui dire les choses telles qu'elles sont. Je vois qu'il y a beaucoup d'éducateurs de familles qui expliquent en fait aux parents pour pouvoir nommer les choses, parce qu'il peut avoir des cas d'agression sexuelle en milieu scolaire. Il faut que vous disiez à vos enfants, bah non, son vagin, c'est pas une nonnette, c'est pas une poupoune ou une foufoune, c'est un vagin. Que un garçon, son pénis, c'est pas une foufounette ou je sais pas quoi, c'est un pénis. Parce que du coup, quand il y a des mots comme ça, surtout dans le développement de l'enfant, quand l'enfant, son langage peut être compris par ses parents, mais il ne peut pas être compris par les autres. Oui. Et c'est ça qui est très difficile, parce que du coup, quand il a son langage, quand il va dire quelque chose, les parents vont dire oui, mais ça veut dire ça, parce que quand il dit ça, ça veut dire ça, mais on n'a aucune preuve que ça veut dire ça. Ouais. Alors qu'un pénis, c'est un pénis. Donc s'il dit, bah là, le monsieur m'a touché mon pénis, il n'y a pas d'équivoque en fait. Le monsieur a touché son pénis. Et nommer les choses, c'est quand même ultra important. Et dire les choses, c'est ultra important. Je sais que mon frère aîné, quand il était à l'école maternelle, je crois, question de comment on fait les bébés. La maîtresse, elle a inventé un truc des cigognes, des je sais pas quoi. Il était là. Cette dame-là, elle n'a pas l'air fiable. Je vais demander à quelqu'un. Et donc, il est rentré, il a parlé avec ma mère, qui lui a expliqué comment on faisait les bébés, sans donner trop de détails, parce que c'est un enfant de 5-6 ans qui vient lui poser la question. Mais elle lui a assez bien expliqué pour qu'il comprenne que accoucher naturellement, l'enfant descend par le vagin de la maman. Et que si jamais ça ne passe pas, on fait... elle a dit... l'enfant peut pas utiliser la porte ou la fenêtre. La porte, c'est la voie par le bas. Je sais pas si elle lui a fait des signes. Et la fenêtre, c'est grosso modo une césarienne. Du coup, mon très cher frère repart à l'école le lendemain. Il dit à tous ses potes, je sais comment on fait les bébés, les mecs. Donc, il diffuse la rumeur dans la cour de récré. Et à la fin, quand ma mère, elle va le chercher, et la maîtresse, elle dit, je voudrais vous parler. Elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que mon enfant a fait ? Et elle a dit, non, mais je l'ai entendu parler sur comment faire les bébés, et je trouve que je voudrais vous remercier, parce que l'approche que vous avez utilisée est très efficace, puisque ça dit les choses telles qu'elles sont, sans être vulgaire, sans être dans le drama ou quoi qu'est-ce. Et du coup, les enfants ont bien compris ce que c'était, et je vais me permettre d'utiliser cette façon-là dorénavant, tu vois. Mais, parce que ma mère, elle disait, bon, bah, comme j'ai dit, elle parle beaucoup en métaphore, mais elle a trouvé le moyen de faire comprendre comment ça fonctionnait, et en tout cas, dans cette classe-là, les enfants savaient que les bébés, ça se passait comme ça, il faut un papa, une maman, et de l'amour, je sais pas qu'est-ce qu'elle a raconté, quoi. Ouais. Mais bon, un enfant qui pose des questions, c'est mieux de lui répondre. Ah oui, de toute façon, il va chercher l'information sinon, hein, donc... Ouais, chercher l'information où, quoi. Bah franchement, à cette ère des réseaux, à l'ère des réseaux, là, moi, c'est pas quelque chose en fait, ça me rassure pas du tout. Ça me rassure pas du tout, parce que je me dis qu'il y a beaucoup trop de... C'est beaucoup trop aléatoire comme moment d'avoir ce genre d'informations comme ça. Je préférerais qu'on diffuse ce genre de contenu sur des comptes spécialisés comme le tien, ou dans des émissions spécialisées où tu sais qu'il va avoir un petit peu de nuance et que ça va pas forcément être quelque chose tout le temps dans le même sens, quoi. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression qu'on est allé très loin par rapport à ta question, d'ailleurs. Ouais, mais j'aime beaucoup. De toute façon, tu connais le podcast, on aime bien divaguer, donc c'est parfait. Oui. Ouais.
En tout cas, j'espère que ça aura donné beaucoup de matière à réfléchir aux auditrices. Parce que c'est vrai que pour le coup, le sujet, là, il voit un épisode marathon. Mais on va quand même te libérer, on va essayer de conclure. Néné, tu nous as prévu une petite conclusion, genre tour de table, c'est ça ? Oui, j'ai plein de questions. Je sais pas, est-ce qu'on fait un rapid fire sur 6 questions où chacune donne sa réponse ? Une réponse brève, rapide, quoi. Pas des brève, rapide. Ok. Pas de développement, ou alors on a... Non, je pense qu'on va faire les questions flash. C'est plus simple, rapide. Une croyance sur la sexualité que vous avez abandonnée. Les hommes ont plus de libido que les femmes. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dirais que la croyance que j'ai abandonnée, c'est le fait qu'on ait le bon... Enfin, non, pas que j'ai abandonné. Que si on me dit que tel est un mauvais coup, ça veut dire que c'est un mauvais coup. Parce qu'on est tous le bon... ça n'existe pas vraiment, quoi. Ouais, les bons et les mauvais coups, ça n'existe pas. Ah, là, on peut partir en débat, je me tais. Partie 2, à suivre. À suivre. Question une chose que vous aurez aimé savoir à 20 ans sur la sexualité. Ou même un petit peu avant, d'ailleurs. Une chose que vous auriez aimé savoir. Que c'est pas important, en fait. C'est pas vraiment dans le sens où moi, à 20 ans, je pensais que... Tu sais, j'avais des idées très arrêtées sur la pureté, le nombre de partenaires. Ah, est-ce que tu l'as fait au bout de 1 mois, de 2 mois, de trucs ? On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Nanette ? Ouais, moi, j'aurais aimé qu'on me dise un truc que je pense aujourd'hui, qui est que la sexualité, c'est mon terrain de jeu. C'est ma cour de récré. Tu vois ? J'aime bien ça. Et voilà. Ok. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise n'aie pas peur de t'exprimer. Carrément. C'est la communication dans la sexualité, c'est un point qu'on n'a pas abordé, enfin qu'on a légèrement abordé, mais c'est hyper important. C'est vrai. La plus grande confusion entre liberté et épanouissement. Mais c'est pas la même chose. Parce que moi, j'ai envie d'associer les deux. Hein. Pour moi, si je suis libre, je suis épanouie. Et si je suis épanouie, c'est que je me sens libre. Je sais pas, c'est... Non. Pour moi, c'est vraiment les deux vont ensemble. Alors, moi, ce que je vois d'expérience qui a de confusion entre liberté et épanouissement, elle est sur la fréquence. J'ai l'impression, moi, de ce que j'observe, c'est que les gens pensent que être épanoui et libre sexuellement, c'est d'avoir des rapports sexuels très fréquents. Okay. Et moi, je vois cette confusion-là, alors qu'en fait, tu peux être libre, épanoui dans ta sexualité et d'avoir des rapports sexuels qu'une fois par mois, une fois par an, peu importe. Donc, il y a vraiment une décorrélation à faire entre la fréquence et l'épanouissement. C'est plus ça que je vois. Ok. Complètement d'accord. Le conseil que vous ne donneriez jamais à une femme? Serre les dents. Non, jamais. Ouais, l'appétit vient en mangeant. Moi, non, pas du tout. Ah ouais, dégueulasse. Et moi, c'est fais-lui plaisir. Oh. C'est-à-dire, fais-toi d'abord plaisir et après on en parle. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut tout avoir? Liberté, passion, stabilité et paix dans la sexualité? Moi, c'est la quête de ma vie, donc j'ai envie de dire oui. J'allais dire justement, là, ça devient une question philosophique parce que pour moi, de la vie ne vaut d'être vécue s'il n'y a pas de challenge. Donc j'ai envie de dire, que ce soit une quête, que ce soit un objectif, c'est super, mais je pense pas que tu puisses l'atteindre un jour et te dire, voilà, je suis dedans et pendant 30 ans, tu vas être comme ça. Enfin, je pense qu'il y a des péripéties qui font que tu vas atteindre... Il y a un des points où tu seras à 100%, un autre qui sera peut-être à 60%. Et tu sais, ça fluctue. And that's okay. Ouais. Mais c'est bien de tout avoir. Moi, c'est bien, ce serait super. On veut tout. Moi, je suis partisane de... Je veux tout, j'aurai tout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est... Dans cette quête-là, il y a des moments où il y a des choses qui sont plus faciles à atteindre que d'autres. Mais pour moi, on fait les comptes à l'arrivée. Donc, on verra Je vous en reparlerai sur mon lit de mort. Mais pour moi, j'aurai tout, c'est sûr. Ok.
C'est tout ce que je te souhaite. On aime cet état d'esprit. Et alors, dernière question. Aujourd'hui, et là je vous laisse répondre en étant un peu plus large, hein, parce que c'est une question ouverte. Qu'est-ce que signifie pour toi d'avoir une relation sexuelle saine? When you finally find your thing, you want the whole world to know about that thing. So you use a thing called Canva to make it an even bigger and better thing. Whether you want to create flyers for that thing, make presentations for that thing, or design merch for that thing, you can do anything. So people can see your thing, feel your thing, love your thing. The next thing you know, it's a thing. Canva, the thing that makes anything a thing. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Bah, écoute, une relation où j'ai l'impression d'avoir toutes les informations qu'il me faut et que je me sens respectée. Ok. Nanette? Alors moi j'ai envie de te dire que déjà elle est consentie des deux côtés. Elle est saine. Ah là là, c'est difficile. Attends, une relation sexuelle saine, forcément ouais. Elle est, il y a le consentement qui est à la base de tout. Il y a la place à l'expression, à l'exploration et au non-jugement. Voilà, je te dirais ça. Moi je dirais que c'est quelque chose où on peut avoir une communication ouverte. On doit être capable de refaire le match après en disant ça c'était bien, ça c'était moins bien, attends est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé. Faut que ce soit consenti et également ouais, dans le respect. C'est hyper important d'avoir ces choses-là. Et en fait, je vous ai menti parce que j'ai une dernière question. Vraiment Néné grosse menteuse. Néné grosse menteuse. Une chose que vous croyez encore sur la sexualité malgré toutes vos expériences. Une quoi, pardon, tu peux répéter? Une chose que l'on croit encore sur la sexualité malgré toutes nos expériences. Malgré toutes mes expériences? Oh là là. Mais du coup, tu parles d'une croyance qui serait négative? Non, ça peut être positif ou négatif. Hein. Et c'est une croyance sur la sexualité? Oui. Un truc où tu te dis, peu importe, malgré tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai entendu, pour moi, par exemple, ce serait de dire que des rapports sains avec des personnes saines, ça existe. Même si je sais qu'à l'ère de la grande consommation de la sexualité, des applications pour dire que moi je veux ci, je veux ça, d'enchaîner, etc. Et de dire, non, lui c'était un connard, lui c'était gna lui... Enfin, qu'on a tous des problèmes, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Je reste convaincue que d'avoir des rapports sains avec des personnes saines, ça existe. Bah oui, je pense que ça existe, oui. Je pense juste que c'est pas la majorité, je suis d'accord, ouais. Mais une chose à laquelle je crois encore malgré toutes mes expériences, je pense qu'il y a beaucoup qui reposent sur la chance. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur la chance aussi. Tomber sur la bonne personne, genre tu peux avoir la meilleure éducation sexuelle, tu peux être aussi déconstruite que tu veux, tu peux penser être avec un partenaire qui te comprend, etc. Mais il y a quand même un élément de chance quoi, pour que ça se passe bien, je pense. Ok. J'ai le cerveau là qui va dans tous les sens. Je me dis, wow, cette question elle est en train de me faire sauter la tête. Tu sais quoi, garde-la pour un prochain épisode de ta pause sexy. Voilà, comme ça tu pourras bien développer, je te jure. Ah ouais, franchement, c'est sûr. Mais non, mais j'ai quand même essayé de te donner une réponse. Pour moi, attends, une croyance qui me reste, c'est que en fait, tu peux être dans une sexualité où tu vas avoir plusieurs partenaires, être dans un côté un peu, j'aime pas dire consumériste, mais en tout cas multirelationnel. Et pourtant, être quelqu'un de très sensible, de très romantique et qui se respecte, tu vois. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas antinomique. Voilà.
Ça, c'est une de mes croyances qui me reste. Eh ben, merci beaucoup, Nanette, d'avoir participé à cet épisode avec nous. Et on est très très embêtés parce que du coup, on a encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'on voudrait aborder, beaucoup de points qu'on voudrait aborder. Donc, on fera une partie 2 avec plaisir parce que ça reste... c'est notre cheval de bataille, d'aborder tous ces sujets qui nous paraissent tabous et qui ne le sont pas finalement. C'est hyper important pour nous d'aborder ces sujets et d'en parler autour d'un café, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pas un sujet de la nuit. Tu as apporté ton savoir avec, je trouve, beaucoup d'humour et beaucoup d'énergie. Je trouve ça super cool parce que ça permet de désacraliser tout ça et j'ai trouvé ça super intéressant cet épisode avec toi, surtout parce que tu es une professionnelle et que ce que tu dis c'est confirmé par des faits, par des études, par tout ça. Donc quand nous on est là en train de faire les deux rigolotes, en train de raconter nos histoires, etc., c'est bien d'avoir des gens qui disent mais ce que tu dis n'est pas faux puisque l'étude de machin. Donc ça nous fait gagner en street cred. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et franchement, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. On fera une deuxième partie avec plaisir, mais avant de nous quitter, la petite tradition dans le podcast, c'est de se dire qu'est-ce qui nous rend heureuse en ce moment. Donc, Nanette, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Alors déjà, je suis ravie d'avoir fait cet épisode. Moi aussi, j'ai passé un super moment et une partie 2 avec plaisir. Je reviendrai avec grand plaisir. Et ce qui me rend heureuse en ce moment, je suis en pleine transition de vie. Je suis en train de déménager, de changer de région. Je quitte la région parisienne et tout. Donc c'est ultra stressant, mais en même temps ultra excitant de me dire que je pars pour une nouvelle vie. Donc ouais, c'est un peu ce qui me rend heureuse en ce moment. Oh waouh, c'est super pour toi. C'est vrai, les nouveautés, c'est... Ouais, trop. Ouais. Et toi, Ndaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? J'ai commencé une nouvelle série de tableaux et ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Good. Donc, je suis très contente. J'ai hâte de révéler tout ça. Voilà. Et toi, Néné ? Super. Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est que j'ai recommencé Scandal. Voilà. Je me suis dit, j'avais jamais vraiment fini la série. Là, je suis repartie de zéro. Et pour l'instant, ça me rend heureuse. J'avais besoin de quelque chose qui m'anime, quelque chose où je peux crier face à la télé et je suis bien tombée. Ah ouais, t'es bien tombée là. Vraiment. Vraiment. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager avec nous vos ressentis sur cet épisode. Si vous avez des questions, vous savez comment nous les envoyer. On y répondra avec plaisir. On va peut-être vous mettre un petit sondage après cet épisode. Pourquoi pas savoir si vous avez envie d'avoir une partie 2. S'il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde plus particulièrement avec Nanette. Voilà. Comme d'hab, on s'écrit sur Instagram, sur Twitter, Not Gonna Lie, par mail. Vous pouvez nous envoyer des formulaires sur le site internet, comme tout ce que vous voulez. On est là pour vous servir. Et on se donne rendez-vous juste après pour l'épisode bonus, pour les personnes qui sont abonnées. Oui, sinon vous ratez, tant pis pour vous. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.